Bonjour Jennifer, je suis super contente de te voir et de t'avoir aujourd'hui sur le podcast Au-delà de l'image. Donc c'est un rendez-vous un peu improvisé, je vais être très honnête avec vous parce que voilà, j'ai appelé Jennifer ce matin pour lui dire est-ce que ça te dit de venir sur mon podcast? Et elle m'a dit oui et elle est là aujourd'hui. Donc vraiment merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et voilà, me dire ce que tu fais dans la vie? Oui, bonjour à Alexia. Merci à toi de l'invitation sur ce podcast. Vraiment, c'est une opportunité à saisir. Et comme je dis tout le temps, il faut être dans l'action. Donc, je pense que du coup, j'incarne ce que j'ai envie d'apporter dans mon business aujourd'hui, dans mon entreprise. Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Jennifer Alidor, la fondatrice du Clever Camp. Et c'est un programme de recrutement plus IA destiné aux femmes ambitieuses. Bienvenue dans Au-delà de l'image, le podcast animé par Alexia Ewanet, coach et consultante en personal branding. Alexia s'adresse aux agents du changement et leaders d'opinion, celles et ceux qui souhaitent impacter la société, faire entendre leur voix et défendre publiquement ce qui leur tient à cœur. Prêt à aller au-delà des apparences ? Place à l'épisode du jour. Très bien. Et tu as aussi une association, il me semble. Est-ce que tu peux m'en parler rapidement ? Oui, alors j'ai 2 casquettes. La première, c'est celle d'être la fondatrice et CEO du Clever Camp. Et la seconde, celle qui m'a conduit justement dans cette aventure, c'est d'être la présidente de 6 stages journées, qui est une association à destination des femmes qui sont dans une insertion professionnelle cette fois et qui ont besoin d'avoir un programme de mentorat, donc des marraines et des filleules, et de former un collectif ensemble pour avancer plus vite. Waouh, et tu fais tout ça dans ta vie. Et en plus, t'es maman, c'est ça ? Oui, il y a beaucoup de casquettes, mais ça fait partie un peu de notre réalité. Je pense que toi aussi, tu as aussi pas mal de cordes à ton arc. Et oui, je suis maman de 2 filles en bas âge. Elles ont 3 ans et 6 ans. Et c'est un beau challenge aussi. Ok, on va en parler justement de ce challenge. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton parcours ? Comment tu en es venue à travailler en fait dans le recrutement, dans l'IA. Le point commun aussi que je vois avec tous tes projets, c'est que ça te parle aux femmes. Donc comment tu es arrivée en fait dans ces sujets-là ? Comment t'es tombée dans la marmite ? Ah oui, c'est une très juste question et c'est une très juste observation, c'est-à-dire que les femmes ont beaucoup guidé ma carrière. Alors là, je sors d'une carrière où j'ai commencé chez L'Oréal, j'ai travaillé pendant 8 ans. J'ai donc toujours été un peu au service des femmes, des consommatrices, puisque je m'adressais à 95% à des femmes, en travaillant à 80% avec des femmes. Donc vraiment, ça a toujours été mon cœur de cible, j'ai envie de dire, et aussi mon cœur de produit. Et ensuite, j'ai switché, donc c'est-à-dire il y a très très peu de temps, j'ai décidé de prendre le virage de l'IA, de faire un master en intelligence artificielle avec l'école des mines télécom. Et c'est ce qui m'a permis de me réorienter dans le recrutement plus l'IA. Et pourquoi être sortie complètement du côté e-commerce que j'avais avant et de cette casquette que j'avais avant ? C'est parce que depuis 5 ans, j'ai fondé 6 stages journées, qui est une association à destination des femmes et de l'accélération de la carrière. Et j'ai eu vraiment à cœur, cette fois, de combiner ce qui pour moi a fait le plus de sens, c'est-à-dire le futur du travail, l'IA, donc la tech, et aussi le féminisme. Waouh, ok. Donc ça a vraiment été tout un cheminement. Pour remettre un petit peu dans le contexte, toi, tu as fait quoi comme études et comment tu es arrivée aussi dans le milieu du e-commerce ? Ça a été quoi un petit peu ton parcours scolaire ? Oui, alors je pense que je suis un peu le mouton à 5 pattes. Au départ, on ne s'attendait pas forcément à ce que j'arrive dans des secteurs qui vont être plutôt tech numérique, puisque j'ai commencé mes études en faisant une classe préparatoire, donc en me préparant à l'ENS. C'était plutôt destiné du coup aux lettres. Et ensuite, j'ai fait un double master à la Sorbonne en faisant des études de lettres modernes, mais aussi de sociologie. Et j'ai du coup un master 2 en plutôt orienté sociologie. Donc au départ, j'étais plutôt partie sur des sciences humaines. Et ensuite, j'ai travaillé, puisque je voulais être enseignante-chercheuse, donc j'ai travaillé en Angleterre pendant 2 ans et je me suis rendu compte que c'était pas forcément fait pour moi. Donc j'ai préféré retourner finalement à l'université. J'ai choisi une école de commerce, donc j'ai fait l'ESSEC. Et à la fin de l'ESSEC, j'ai réussi justement à prendre le pivot, donc à la fois du digital qui pour moi était une combinaison entre le marketing, pour moi c'est de la sociologie appliquée, on comprend ce que veulent les consommateurs et on arrive à adresser le bon produit, mais aussi tout ce qui était la communication
international qui me tenait beaucoup à cœur et la création de produits nouveaux et d'être dans l'innovation. Donc c'est un peu comme ça que je suis arrivée. Ça a été au gré, j'ai envie de dire, des rencontres et des opportunités, un peu comme celle que tu m'as offerte aujourd'hui, parce que vraiment, je suis ravie d'être aujourd'hui avec toi pour ce podcast. Ça a été vraiment de saisir les opportunités quand je sentais qu'il y avait un élément qui pouvait faire sens avec ce que j'avais envie d'accomplir. Ok, donc ça a vraiment été un parcours un peu par hasard. Tu as travaillé dans un très grand groupe, où je sais beaucoup de petites filles ou beaucoup de jeunes femmes rêvent de rejoindre. Est-ce que c'est l'image de la carrière que tu t'étais faite quand tu étais plus jeune, justement? Est-ce que quand tu étais ado ou même enfant, tu te disais, tiens, je vais travailler dans le luxe, dans la grande distrie, voilà, je vais mettre un tailleur et puis des talons aiguilles. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu te faisais comme idée du monde du travail quand tu étais plus jeune? Ah oui, alors ça c'est hyper intéressant. La petite Jennifer, je pense qu'elle n'était pas au courant justement de ces métiers, du marketing et de la cosmétique. Je rêvais d'être professeure, d'être enseignante chercheuse, puisque c'était vraiment les rôles modèles que j'avais autour de moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu fonder Sista Journée, c'est-à-dire permettre à des sistas de comprendre qu'il y a plusieurs métiers, qu'il y a plusieurs possibilités aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être Michelle Obama, mais il y a quand même des opportunités professionnelles à saisir. Et donc, finalement, la petite Jennifer, elle rêvait à ce qu'elle voyait. Et c'est pour ça que je veux aujourd'hui prendre la parole et me rendre visible pour donner davantage du coup de vocation, en tout cas faire en sorte que les jeunes filles puissent s'écouter sur d'autres types de vocations. Waouh, c'est hyper inspirant ce que tu partages et je vois bien l'évolution de comment de l'idée que tu avais à la base et de comment tu as finalement décidé pas décidé, mais tu as saisi en fait toutes les opportunités qui se présentaient à toi pour créer finalement ton propre métier, et tu as été salarié et aujourd'hui tu es devenu entrepreneur, donc tu as fait aussi une reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ta reconversion? Ah oui, alors c'est très récent puisque ça fait 2 mois que je suis lancée en tant qu'entrepreneur officiel. Yes. mais clairement, c'est l'entrepreneuriat, je pense que ça m'a toujours habité, puisqu'il y a 10 ans, j'avais lancé ma chaîne YouTube. Ensuite, j'ai lancé du coup mon association où on accompagnait plus de 150 femmes. Enfin, je veux dire, c'est toujours été pour moi important de construire des choses et de les voir du coup évoluer dans la vraie vie et de voir un impact concret. Donc là, c'est un peu la continuité, mais à une autre échelle, et je suis ravie d'aller vers cette échelle qui est encore plus excitante, quoi. Waouh. Donc ouais, c'est vraiment hyper récent comme virage. Qu'est-ce que tu constates comme grande différence entre du coup le salariat, parce que tu as quand même un rythme avec des horaires, avec des responsabilités quand même, et l'entrepreneuriat où t'as pas le même rythme, t'as pas les mêmes responsabilités, et voilà, c'est totalement différent. Qu'est-ce que tu... Oui, alors là, on sort du cadre balisé, j'ai envie de dire. C'est sûr qu'au début, ça fait un petit décalage. Il faut un petit peu se mettre dans la posture de l'entrepreneur. Donc, j'apprends, c'est vraiment en mode test and learn. Mais par exemple, je pensais, oh super, je vais pouvoir travailler de chez moi dès que j'en aurai envie. Mais clairement, depuis que je suis toute petite, je vais à un endroit pour travailler en rendant des comptes. Et donc, ça agissait un petit peu contre moi d'être hors du cadre tout le temps. Donc, j'ai décidé d'aller dans un espace de coworking pour davantage me stimuler, avoir en productivité et finalement couper avec l'univers de la maison. Et c'est pas plus mal de pouvoir reprendre ce cadre avec les normes qu'on a établies. Donc, vraiment, c'est un switch que de passer de salarié à entrepreneur. Mais il faut aussi réinventer son cadre pour pouvoir arriver à être productive. Ouais, c'est super juste ce que tu dis, et je pense qu'on est tous passés par là. Et enfin, moi-même, je suis passée par là, de me dire, je vais bosser de la maison. Mais la réalité, c'est que c'est compliqué, en fait. On n'arrive pas vraiment à faire la séparation entre la vie pro, la vie perso. Et ouais, bosser de la maison, c'est chaud. Je recommande aussi d'aller dans des espaces de coworking et même de rencontrer d'autres entrepreneurs et de ne pas s'enfermer justement dans cette bulle. On parle de soloprenariat. C'est bien, mais je pense que ça a ses limites aussi, de bosser tout le temps en mode solo. Qu'est-ce qui te dérange le plus aujourd'hui dans le monde du recrutement? Parce que j'imagine que si tu t'es lancé
dans ce monde-là, c'est qu'il y a des choses peut-être que tu as remarquées qui méritent Oui. de l'attention. Alors, ce qui me révolte le plus, c'est que je sais que 60% des femmes sont les plus diplômées en Europe, donc versus les hommes, et que le résultat est que nous sommes sous-représentés à des postes de direction. Donc, clairement, c'est ce qui me dit qu'il y a matière à travailler et qu'on peut être actrice du changement. Et donc, j'ai décidé de m'outiller de la puissance de l'IA et de l'automatisation pour être actrice de ce changement et d'accompagner les femmes dans leur accélération de carrière, parce que je sais que les jumps de salaire, donc c'est-à-dire les écarts de salaire qui vont être les plus intéressants, vont être lorsqu'on va pouvoir changer d'entreprise et changer de job. Pas juste changer de fonction dans une même entreprise. D'accord, donc c'est ça qui t'a motivé à entreprendre dans ce domaine-là. Pourquoi l'IA ? Pourquoi la tech ? Bon, ça paraît un peu bête comme question, mais... je pense que ça a du sens parce qu'il y a encore... j'écoutais une étude aujourd'hui de The Great Place to Work et il y a simplement 20% des Français qui sont familiers avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc voilà, on peut se dire que c'est... en cours d'adoption. Et encore, c'est une perception puisque c'est du déclaratif. Donc, on ne sait pas si concrètement les gens sont à l'aise aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Mais c'est le virage à prendre pour pouvoir s'inscrire dans le futur et se dire que sa carrière va se pérenniser et qu'on va pouvoir faire des choses toujours exaltantes. Moi, l'IA, ce qui me parle dans l'IA, c'est le fait de se concentrer sur des actions finalement à forte valeur ajoutée, vu qu'on va pouvoir délaisser tout ce qui peut être récurrent, automatisé, et justement avoir davantage de vraies connexions comme celles qu'on fait aujourd'hui. Pour moi, ça a davantage de sens. Ok, oui, donc il ne s'agit pas, parce que j'imagine tout de suite, je vois tout de suite les objections ou les peurs qu'on peut avoir par rapport à ton métier. Il ne s'agit pas de faire tout le travail, de laisser tout le travail à l'IA, mais il s'agit plutôt d'utiliser la puissance de l'IA pour soit se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur ajoutée. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit un petit peu présente partout, qu'on soit visible sur nos réseaux sociaux, qu'on puisse publier des articles, qu'on puisse faire valoriser son travail. Enfin, on a différentes prises de parole à avoir ou différentes actions à mener, comme relancer, envoyer des emails. Tout ce qui peut être automatisé, j'essaie de l'automatiser un maximum pour privilégier ce type de moment. Si j'avais pas pu automatiser un certain nombre de choses dans mes actions récurrentes qui sont nécessaires dans mon travail du quotidien, j'aurais pas pu sauter sur l'opportunité que tu m'as offerte aujourd'hui. Donc clairement, pour moi, c'est l'avenir, c'est-à-dire de pouvoir se délaisser des tâches récurrentes pour aller vers des tâches à forte valeur ajoutée. Waouh, super. Et est-ce que tu arrives à faire passer ce message aujourd'hui aux femmes ? Qu'est-ce qu'elles te disent ? Est-ce que pour elles, c'est évident ou bien tu as vraiment t'as la sensation que tu es vraiment sur un monde nouveau et on a peur parce qu'on ne connaît pas. Enfin, voilà, comment tu ressens un peu les femmes que tu interroges par rapport à ça ? Oui, on est encore dans les prémices aujourd'hui. Alors, les femmes que je côtoie qui sont dans le secteur de la tech, elles sont tout à fait habituées. Enfin, elles ont intégré les concepts. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles les mettent en pratique dans leur vie du quotidien, mais en tout cas, elles sont conscientes des enjeux et elles arrivent à entrer dans la matière si c'est nécessaire. Les autres secteurs d'activité, ça peut être un peu plus complexe puisque il y a un coût d'apprentissage et il faut investir du temps et en fait, les personnes n'ont pas le temps. C'est juste qu'il faut monter en compétences. Et moi, j'ai senti ce virage et je me suis dit, j'ai pas envie de rater le coche et ça me tient à cœur. J'étais un peu, je pense comme tout le monde, on avait des nouvelles de l'IA toute la journée et je me suis dit, je vais faire une formation en IA pour vraiment comprendre de quoi il est question et l'amener dans ma vie professionnelle. Ok, donc toi, tu as décidé de prendre ce virage-là, en fait, au départ, au début de l'IA, parce que tu t'es lancé quasiment en même temps que c'est arrivé. Concrètement, Clever Camp, c'est quoi ? Comment tu accompagnes les femmes d'un point A à un point B ? Comment ça se passe en fait, concrètement ? Je crois que je viens d'avoir un énorme sourire sur la tête quand tu dis concrètement Clever Camp, c'est quoi ? Et j'ai dit wow, j'attendais cette question. J'ai trop envie. Le Clever Camp, donc, c'est un programme en 6 semaines qui combine IA et humain. Parce que je pense que les deux vont de pair. Donc, l'objectif, c'est d'accompagner les femmes ambitieuses qui ont plus de 10 ans de carrière, qui sont dans des tranches de salaire à partir de 50K jusqu'à 120 ou alors même au-delà. Et l'objectif, clairement, c'est d'aider ces femmes à trouver et à décrocher un job idéal. Comment ? On va les accompagner sur
4 piliers. Le premier, c'est d'abord de cartographier ses compétences, donc savoir quelles sont les compétences qui vont être bankable, celles qui vont vraiment valoir plus cher sur le marché du travail. Deuxièmement, on va les aider à identifier une stratégie sectorielle, donc c'est-à-dire quels sont les secteurs qui recrutent aujourd'hui et à quelle fonction, à quelle tranche de salaire et à quel statut. Ensuite, on va les aider à faire du networking efficace, donc c'est-à-dire je prends connaissance de mon cercle, aujourd'hui comment il est constitué, quels sont mes alliés, quels sont mes sponsors, quels sont mes détracteurs et comment je joue de cette force du réseau. Parce que aussi, il faut pouvoir l'activer et le maintenir en vitalité. Et le 4e point, c'est le personal branding qui est pour moi indispensable. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait appel à tes services. C'est-à-dire que le personal branding aujourd'hui, on a vraiment besoin de se rendre visible, même si on fait partie du secteur du corporate. C'est une carte à jouer. Notre compte LinkedIn n'appartient pas à la société, mais il faut avoir une bonne prise de parole. Et ça, on l'a intégré. Donc, on permet aux femmes d'avoir la prise de parole qui sera acceptée, acceptable et qui leur permettra de gagner en visibilité pour leur prochain job. Et on combine donc tous ces piliers avec des outils d'intelligence artificielle, mais aussi avec une coach. Alors, je ne suis pas coach, mais nous avons des coachs qui s'occupent de la partie mindset et qui permettent justement de passer à l'action le plus rapidement et efficacement possible. Waouh. Et l'objectif, concrètement, ça va être de trouver le job, exactement. Le job de nos rêves. Quoi. Voilà. Et pour pouvoir avoir l'impact en fait, qu'on mérite d'avoir dans la société, j'imagine. Oui, c'est ça. D'être rémunéré à sa juste valeur en fonction des compétences qui vont être bankable. Souvent, je fais face à des clientes qui ont des parcours exceptionnels, mais qui ont du mal à les formuler de manière à ce que ce soit impactant, qui ont du mal à s'adresser au bon secteur en se disant si on veut toutes être directrice marketing ou de la communication dans le secteur des cosmétiques ou du luxe, ça va être un petit peu complexe parce qu'il y a beaucoup moins de postes, mais je peux l'être dans un autre secteur, dans l'énergie par exemple, et avoir une rémunération qui sera tout aussi intéressante. C'est super intéressant ce que tu dis et ça me fait penser, tu accompagnes aussi les femmes qui sont en transition entre l'entrepreneuriat et le salariat. Et ça, j'aimerais bien que tu m'en parles parce qu'on entend toujours l'inverse. Il y a plein de personnes qui accompagnent les salariés à lâcher leur CDI, en gros. Mais il y a aussi des entrepreneurs qui ont envie de retourner dans le salariat pour une raison ou une autre. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de ce profil très singulier ? Oui, c'est vrai que c'est un peu, on a pris un peu le bateau à contre-courant. C'est-à-dire que moi, en échangeant avec des femmes, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui étaient passés freelance, entrepreneurs, et qui avaient en fait explorer ce qu'elles avaient besoin d'explorer. Donc, elles étaient soit en bout de cycle, soit elles avaient besoin d'être challengées, soit elles avaient besoin de plus de stabilité pour des projets familiaux. Et finalement, se réinsérer dans le salariat, ça devenait un peu le parcours de la combattante. Et c'est-à-dire que leur redonner le pouvoir en valorisant ce qu'elles ont développé, pas qu'elles passent sous silence ces 3-4 années comme si c'était une parenthèse, c'est pas une pause professionnelle, c'est vraiment une période pendant laquelle elles ont pu gagner en compétences. Mais clairement, il faut aussi adapter son message aux recruteurs. C'est pour ça que je vais aussi et que je côtoie beaucoup de recruteurs pour savoir exactement ce qui pose problème pour qu'on puisse adresser au mieux, à la fois avec des mots-clés, bien sûr pour ressortir au niveau des ATS, mais aussi avec la posture. Est-ce que vous n'allez pas effrayer le manager ? Est-ce que vous n'êtes pas trop indépendante ? Est-ce que vous allez accepter le process ? Et donc, il faut rassurer dans les deux sens, finalement, mais avec finalement des éléments différents. Super intéressant. Et pour toi, c'est le fait d'être une femme par rapport à être un homme dans le monde du recrutement, ça va être quoi les grosses différences, enfin, même pour nous en fait. Pour nous, qu'est-ce qui va faire qu'on est moins, qu'on ose moins demander le salaire qu'on veut ou aller chercher vraiment le job qu'on veut ? Est-ce que le fait d'être une femme joue vraiment et à quel niveau en fait ? Alors oui. Il y a moins d'appétence, on va dire, moins de confiance des femmes d'aller chercher ou de négocier son salaire même en entrée de job. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la société les a conditionnés pour pas qu'elles le fassent. C'est-à-dire, ce qui est valorisé chez une petite fille, c'est plutôt d'être dans le silence, d'être dans l'acceptation, d'être dans l'obéissance. Et ensuite, on nous demande de changer de posture d'un coup d'un seul lorsqu'on entre sur le marché du travail, où il faut plutôt aller chercher son steak, il faut plutôt se mettre en avant. Voilà, toutes les qualités qui ne sont pas reconnues comme étant féminines. Donc, clairement, c'est aussi réconcilier ces deux facettes en se disant
on prend une posture professionnelle, et donc on parle de posture professionnelle, et ça n'engage pas notre personne, mais par contre, ce qu'il est requis dans cet exercice de style, c'est ça, et nous, on va vous aider sur ces différents niveaux. Et clairement, oui, il y a une différence parce qu'on osera moins, comme on ose moins aller faire du networking, aller déranger quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. Mais ça fait toute la différence d'oser. Mais je ne dis pas juste oser pour oser. Enfin, c'est-à-dire qu'on va démanteler aussi pourquoi on n'ose pas, pour justement se donner les clés pour oser demain. D'accord, waouh. C'est assez juste ce que tu dis. C'est vraiment assez juste. Et finalement, c'est aussi un peu ce job que tu fais avec Sista Journey, donc ton association. Tu milites aussi pour réduire l'écart pour les femmes qui sont sous-représentées dans le milieu du travail. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce niveau-là? Alors, Sista Journée, on a un prisme qui est différent. Donc déjà, il est question d'insertion professionnelle, donc de femmes qui ont entre 18 et 25 ans. Ensuite, on va s'adresser à des femmes qui sont des minorités dites visibles, donc des femmes souvent noires, afrodescendantes ou alors minorités visibles, qui vont être catégorisées comme telles dans la société et qui vont faire face à plusieurs types de discrimination. La discrimination de genre, la discrimination sociale, la discrimination de race. Voilà, en fait, l'idée, c'est de prendre dans la complexité la personne, comment elle se trouve aujourd'hui, pour l'aider à avancer. Et on le fait avec un moyen qui est éprouvé, qui a l'air très simple, mais qui est tellement important et efficace, c'est-à-dire le programme de mentorat. C'est-à-dire qu'on met en relation des marraines qui ont plus de 5 ans d'expérience et qui vont être dans le transgénérationnel, qui vont partager leur expérience, non pas pour la plaquer sur la filleule, mais pour leur apporter des grilles de lecture, des clés de lecture. Et ça fait avancer extrêmement bien les Sista. On en voit tous les jours qui ont eu des réussites incroyables. Et surtout, c'est créer un collectif fort pour avancer demain dans la vie professionnelle. Ah oui, ouais. Tu peux me parler d'une réussite d'une des femmes, par exemple, que tu as... Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de Sista qui se sous-évaluaient, qui étaient sur des tranches de salaire autour de 20K au début, lorsqu'on s'est rencontrés, en ayant fait une classe préparatoire, en ayant fait une école de commerce. Très cher. En étant trilingue, mais qui arrivaient à s'en contenter en se disant que l'entreprise était aimable ou que l'environnement était sympathique. Et clairement, ça a été de remettre au centre quelles étaient leurs compétences, pour qu'elle soit valorisée. Et finalement, elle a réussi à avoir un job à sa mesure et à être directrice de l'innovation, c'est General Electric. Donc clairement, il y a vraiment on sent que quand quelqu'un vous dit « je crois en toi et je vois en toi ce que tu ne vois pas », ça fait la différence. Ça fait vraiment la différence. Et toi, est-ce que justement dans ton parcours, il y a eu des personnes qui ont eu cet effet-là sur toi, c'est-à-dire je crois en toi, je vois que tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Est-ce qu'il y a eu des personnes comme ça sur ta route? Oui, clairement. Et je remercie 1000 fois. Je pense qu'on ne se crée pas tout seul, ni tout seul. Vraiment, c'est capital d'avoir ces regards bienveillants autour de soi. Je pense que les impulsions, elles ont été données dès l'enfance avec son cercle familial. Donc moi, j'ai mon frère aîné dont je suis très proche et ma mère qui ont été un peu ses soutiens indéfectibles. Mais c'est aussi des professeurs avec lesquels je garde encore contact. Donc, pour s'il y a des Gen Z qui nous écoutent, c'est important de garder contact même avec des professeurs aujourd'hui. Vraiment, ça a été des personnes qui ont traversé. Alors, plus récemment, j'ai aussi des mentors, par exemple, le programme d'Eva Boost avec les SEC. J'ai encore d'autres mentors. Enfin, savoir s'entourer et avoir des personnes qui voient plus que ce qu'on fait ou ce qu'on est aujourd'hui, c'est capital. Et je conseille à tout le monde d'en avoir. Wow. C'est inspirant. Donc, dès ton éducation, déjà dans ton éducation, on t'a fait sentir que voilà, tu avais ta place, que tu étais importante, que tu avais des compétences. Et pour toi, ça a été, ça fait partie de ton éducation. Et t'as pas connu de choc un peu dans ta carrière en voyant du coup, je vais pas dire la vie réelle, mais en voyant que tout le monde n'est pas aussi bienveillant, peut-être dans le monde du travail, ou ça a été... Ah si, bien sûr, j'ai eu des chocs. C'est pour ça que j'ai créé Sista Journée. Sinon, j'en aurais pas eu le besoin, je pense. Oui, alors je fais partie de beaucoup d'organisations et d'organisations professionnelles à destination des femmes. Ouais. Généralement, j'étais la seule femme où nous étions deux à être
issus des minorités visibles. Et bien que c'était hyper intéressant sur le leadership, sur plein d'aspects, tout ce qu'on nous enseignait, je voyais très bien que la complexité que je vivais, elle n'était pas représentée dans ces cercles. Et que finalement, il manquait un peu une brique pour me donner davantage de socle de « OK, comment je dois réagir dans telle et telle situation ?» Surtout que moi, je viens d'une famille où... Voilà, ma mère, elle n'a pas fait d'études. Donc, clairement, pour savoir comment te comporter dans le milieu corporate, il faut avoir des rôles modèles. Et si on ne les a pas, si on n'a pas ces personnes qui vous disent « OK, bah, ça, c'est normal, ça l'est pas. Et comment tu peux réagir en fonction de cette situation ?» J'ai appris à être stratégique en fonction de la situation parce qu'on ne peut pas non plus tout envoyer valser. On a une vision plus long terme. Donc, c'est clairement apprendre toute cette subtilité, ces codes qui ne s'apprennent pas à l'école finalement, qui s'apprennent avec l'entourage. C'est ce qu'on parle d'héritage culturel qui fait la différence en France. Il est vraiment capital, du coup, de pouvoir s'entourer, en tout cas, comprendre quels sont les jeux de la société et quels sont les jeux de l'entreprise. Et je le retrouve à différents niveaux, parce que dans le Clever Camp, je le retrouve pour les femmes, donc toute origine confondue. Avec plus de 10 ans de carrière, il y a d'autres jeux qui se jouent. Au-delà de 45 ans, c'est encore un autre jeu de seniorité qui avance très vite. Et pour moi, ça a été hyper intéressant de comprendre ces systèmes pour apporter des solutions différentes. Wow. Oui, ça vient vraiment d'une douleur aussi, en fait, que toi, tu as vécu dans le monde de l'entreprise, mais que tu as quand même su dépasser avec ta volonté, avec les opportunités aussi qui se sont présentées. Et le fait d'oser aussi, je pense que ça, c'est un truc qui est beaucoup revenu dans nos conversations, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui... Voilà, tu passes à l'action, en fait. Tu réfléchis pas, tu n'overthink pas. Bon, et si... Non, tu réfléchis pas en général. Tu passes assez vite à l'action. C'est même parfois effrayant. Je t'envoie un texto. Voilà, t'es assez direct, t'es assez dans l'action. Et en même temps, je sais que, justement, pour gérer toutes ces casquettes que tu as, donc de maman, fondatrice d'une association, chef d'entreprise, tu dois avoir une organisation quand même béton. Oui, j'ai pas mal une organisation militaire, mais ça m'a fait vraiment très rire parce que ça me rappelle le challenge que tu m'as lancé début décembre ou fin novembre. Tu m'as dit « Ah, mais tu devrais faire des lives ». Et j'ai dit « Ah oui ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, tu devrais faire des lives. » Ok, j'ai prévu 6 lives pour le mois de décembre. Et j'étais là genre, mais déjà. Donc, oui, c'est vraiment action-réaction. Mais il y a une part de réflexion quand même. Je sais que la prise de risque, elle est contrôlée, c'est ça, exactement. Comme quand tu viens aujourd'hui au podcast en mode totalement improvisé. Bon, voilà, tu sais que je ne vais pas te manger. C'est ça. Ok. Revenons à nos moutons. Quel conseil tu donnerais à une femme qui postule dans un domaine où elle est sous-représentée? Très juste question. En plus, j'encourage les personnes à postuler dans des domaines dans lesquels elles sont moins représentées, dans des domaines masculins, parce qu'elles vont faire la différence. Elles vont apporter justement une autre vision, et je pense que ça profite à toute la société, et pas seulement aux femmes. Mais le conseil, ce serait déjà donc d'avoir un CV, un personal branding, enfin vraiment la totalité de ce qui est la base vraiment carrée. Mais un conseil plus personnel, ce serait de savoir s'entourer. Donc, c'est-à-dire de s'interroger et d'interroger les personnes autour sur quelles sont les motivations, quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment elle peut s'insérer, en quoi elle pourra faire la différence et en quoi elle ne pourra pas. Et comprendre avant d'y arriver qu'elle ne pourra pas faire la différence partout. Ça, c'est hyper important parce que parfois, je vois des femmes qui arrivent et qui s'essoufflent en essayant d'être sur toutes les batailles. L'idée, c'est de comprendre, voici quel va être mon périmètre et voici quel va être mon champ d'action et qui est-ce que je dois avoir comme allié pour réussir à faire éclore mon projet ou le faire avancer. D'accord, c'est assez pertinent. Et du coup, aujourd'hui, pour ces femmes-là, ça va être quoi la plus grande difficulté ça va être quoi la plus grande difficulté que tu à quel stade de leur... on va parler de personal branding. Par exemple, au niveau du personal branding. Le podcast s'appelle Au-delà de l'image. Donc, tu parles de CV, etc., de comment on parle de soi finalement, comment on se présente, à quel point c'est important et quels vont être les enjeux en fait pour ces personnes-là, parce que des fois, on veut avoir l'air très professionnel, on ne veut pas sortir du cadre, on veut
voilà, on veut rentrer dans le moule et en fait, finalement, c'est pas forcément la bonne solution. Donc, Oui, c'est un savant mélange à finalement maintenir. Et tu l'avais dit très justement lors d'une des sessions collectives, c'était qu'il y avait quelqu'un qui arrivait à se démarquer avec des commentaires. Et ça, souvent aussi, je le partage, je dis, si vous voulez pas publier, vous rendre visible et voilà, clamer que vous avez fait un dernier accomplissement, on peut le comprendre parce que c'est pas forcément nécessaire. Si en plus vous avez envie de paraître hyper corporate et vous êtes à un poste de plus de 120K, généralement on n'a pas le temps entre guillemets de se rendre visible. Et si on prend le temps, ça peut aussi nous déjouer, nous desservir. Donc il faut toujours comprendre de quel point de vue on se place. J'ai envie de dire, au-delà de 120K, généralement, les personnes ne publient pas beaucoup. Alors, si elles publient, c'est qu'elles ont quelqu'un qui s'en charge pour elles. Et le type de publication va être aussi différent. Donc, on s'adapte pour avoir un personal branding qui soit cohérent avec le poste visé et la posture. Et les commentaires sont pour moi, de toute façon, pour tous les profils, une super bonne porte d'entrée, en fait. Parce que c'est finalement la capacité de mettre en avant son expertise, sa réflexion et son esprit critique, et en même temps de se montrer présent, mais de manière la plus facile possible. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment... c'est quand même essentiel de développer, même si, a priori, on n'en a pas besoin. Et ça joue après positivement sur la carrière de la personne, même si elle change de carrière, même si elle se réoriente, finalement, partager qui on est, ce qu'on défend, la manière dont on travaille aussi, c'est important pour toi. Alors, c'est une prise de risque parce qu'on se dit qu'on va peut-être se fermer des portes en prenant la parole, en osant dire réellement ce qu'on pense. Dans la culture française, on prône plutôt le silence, la discrétion. C'est pas une culture où on met en avant ce qu'on accomplit, mais clairement, comme tu le disais aussi très bien, je pense qu'on fait le tri. Comme ça. Des personnes qui nous approchent puisqu'elles sont au courant de la manière dont on travaille et qui on est. Et toi, justement, tu prends la parole sur LinkedIn. Comment tu t'organises? De quoi tu parles? C'est quoi ta ligne éditoriale un petit peu? J'ai quasiment envie de te retourner la question parce qu'on s'est rencontrés au tout début. Oui. Et donc, toi, tu vois très bien l'évolution. Exactement. Donc, alors ça s'est fait, je pense, assez rapidement. Je suis passée d'un « je ne poste pas » où je poste vraiment ce qui est professionnel, très cadré, très corporate, à finalement, je dis qui je suis, ce que je porte comme message et je prends la parole, même de manière assez ouverte parfois. Et spontanée aussi. Et spontanée, oui, c'est vrai. Je fais 2 posts par jour finalement, alors qu'au début j'avais du mal à en faire 1 par semaine, je crois. Donc oui, clairement il y a eu un switch parce que je pense que c'est capital. En fait, je me rends compte de toutes les opportunités qui arrivent parce que je prends la parole. D'accord. Il y a des opportunités depuis que tu prends la parole. Oui, les gens, ils pensent... En fait, il y a le phénomène « je pense à toi ». Je te vois, donc je pense à toi. Donc, ah oui, tiens, Jennifer, est-ce que tu voudrais venir pour une conférence? Ou « ah, Jennifer, j'ai pensé à toi parce que j'ai une collègue qui aurait besoin de tes services. » Enfin. Ok, donc finalement, non seulement ça sert ta vision, ton projet, et ça aide aussi les autres, en fait, finalement, parce que je sais aussi qu'il y a des personnes qui t'écrivent pour te demander des conseils ou tout simplement parce que ton parcours les inspire. Et il y a aussi peut-être pas mal de personnes qui t'écrivent pas, mais qui le pensent, qui voient ton parcours, qui voient tes posts et qui se disent « Ah, moi aussi, je peux... » Enfin, quand tu prends la parole, finalement, tu autorises l'autre à exister, en fait, à prendre la parole aussi à son tour, peut-être. Ouais, c'est très beau, c'est très juste. J'espère, en tout cas. En tout cas, j'en suis sûre. Est-ce que tu peux me dire pour toi ce que signifie aller au-delà de l'image? Alors pour moi, aller au-delà de l'image, c'est vraiment chercher quels sont les moteurs intrinsèques, les moteurs profonds qui poussent la personne à se mettre en mouvement. Pour moi, le mouvement, c'est vraiment ce qui révèle quelqu'un. Waouh! Qu'est-ce que tu entends par mouvement? C'est prendre l'action, c'est-à-dire comment la personne agit concrètement. Parce que le déclaratif, c'est une chose, c'est intéressant, mais concrètement, quels sont les moteurs qui font que tu vas conduire ta journée d'une certaine manière? Moi, je prêche beaucoup pour l'action, par exemple,
Et je pense que dans ma vie du quotidien, je suis beaucoup dans l'action. Ouais. Et pour moi, c'est une valeur. Voilà, c'est la valeur, se mettre en action pour habiter ce qu'on prône, ce qu'on incarne. Pour moi, ça fait sens. Donc, mes moteurs intrinsèques, ça va être plutôt ça. Ça va être le mouvement. Et est-ce que c'est naturel aussi pour les femmes que tu accompagnes, par exemple, ou bien c'est quelque chose justement que tu dois leur inculquer, leur enseigner Oui. Comment tu le ressens chez les autres? Parce que ça, c'est ta force. Et je pense que c'est la faiblesse de pas mal de personnes. Enfin, on parle des femmes, mais pas que. En réalité, c'est la faiblesse de beaucoup de personnes. On parle beaucoup, mais finalement, on agit peu. Oui, c'est très complexe. C'est-à-dire que en fonction du type de personnalité, il y a des gens qui arrivent à passer à l'action plus ou moins vite. Dans le Clever Camp, clairement, ce qu'on apporte, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver quels vont être les déclencheurs de passage à l'action. Et ils ne sont pas les mêmes pour tout. Donc, par exemple, ça peut être prendre un engagement envers quelqu'un qu'on estime beaucoup et qu'on respecte. Wow. Et généralement, on fait la cartographie quelle est la personne que tu admires? Ok, on va la contacter demain, donc. Voilà, donc généralement, j'ai ce genre de situation. Okay. Mais j'essaye de faire comprendre que rien de grave arrive. En fait, notre cerveau... Il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est ça. Notre cerveau, il a été habitué au mode survie, mais on n'est plus dans une grotte, on n'est plus dans une caverne, tout va bien. Donc, il ne va rien se passer à part un non, et puis la vie continuera. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas forcément facile pour tout le monde. Et je pense que les femmes sont peut-être aussi bloquées par le syndrome de légitimité, de l'imposteur, enfin, d'illégitimité plutôt. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, on a été clairement conditionnés, moi je dirais. On a été programmés pour être dans le non-passage à l'action, beaucoup de réflexion. Ouais. Et puis surtout, les femmes doivent compter sur leur réputation. C'est-à-dire... D'accord. La première chose qui compte pour une femme, parce qu'on n'est pas détentrice des finances, on n'a pas énormément de pouvoir aujourd'hui, on en a, mais la puissance, elle est quand même très féminine. Donc clairement, ce qui fait la valeur dans le monde externe d'une femme, c'est sa réputation. Donc les femmes font très attention, beaucoup plus que les hommes, à leur réputation pour pas qu'elles soient entachées. Si je poste ça, comment ça va me faire paraître? Je veux vraiment pas perdre de ma stature, surtout lorsqu'on arrive sur des salaires à plus de 100K. Donc, clairement, je suis aussi très consciente de ces enjeux et j'accompagne avec bienveillance, bien évidemment, les femmes que j'accompagne, toujours en tournant les choses sous un angle positif, mais elles ont moins le droit à l'erreur. Mais pas parce qu'elles le pensent, mais aussi parce que c'est une réalité. Donc, il faut jouer avec les deux. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'on va les juger, on va les attaquer, on n'est plus... On va plus les sanctionner parce que il y aura une prise de parole qui aurait été un peu plus complexe ou un peu trop décalée. Donc vraiment, je veille à ce qu'on ait la bonne tonalité. Là, c'est pour le personal branding. Les premiers posts, et c'est marrant, j'ai l'impression qu'on fait toute la même chose, mais ils sont un petit peu... direct, cash, un peu trop ce que je pense dans la tête finalement, on se dit, ah tiens, je vais pouvoir te dire. Et donc là, on va essayer d'avoir un discours qui va être plus corporate, qui va permettre de mettre en valeur ses accomplissements, mais en même temps d'être dans un esprit corporate. Donc il faut trouver la bonne balance, et ça, c'est hyper intéressant à travailler du coup. Et qu'est-ce que tu penses du fait de se montrer vulnérable, ou de montrer des faiblesses ou des choses qu'on a dû naviguer qui n'étaient pas simples dans la création de contenu, justement, dans son personal branding. Qu'est-ce que tu penses de la place de ça, justement, quand on a un personal branding en tant que femme? Oui, la vulnérabilité, ça devient un mot tendance qui a été beaucoup porté par des leaders d'opinion. Et donc, ça permet aussi de plus en parler, parce qu'avant, il y avait une seule posture, c'était celle de la force, la femme regardez à quel point je suis fort. Et puis LinkedIn, c'était ça. Hein. Ouais. Mais en fait, on en a un peu marre. Voilà. Il faut un petit peu équilibrer les messages. Et après, je dirais, il y a deux types de personal branding. Le personal branding qui va être corporate. Ouais. Clairement, je n'irai pas trop sur la vulnérabilité. Aujourd'hui avec mes clientes, parce qu'elles ont besoin justement de construire leur légitimité, leur posture de pouvoir pour l'asseoir et prétendre à des postes qui vont être mieux rémunérés avec des meilleurs statuts. Donc ça ne va pas être d'emblée ce qu'on va aller porter. Bien sûr.
Par contre, sur mon propre personal branding, vu que je suis entrepreneur, j'ai plus de latitude et j'aime bien montrer aussi l'envers du décor. J'aime bien montrer là où j'ai eu des difficultés. J'en ai des prochains d'ailleurs qui se préparent sur mes retours de congé maternité parce que c'est un moment phare pour les femmes lorsqu'elles se relancent dans la vie professionnelle. Donc oui, j'oserais plus y aller moi, mais parce que j'ai moins ces enjeux et que je préfère que les gens me connaissent vraiment pour travailler avec moi. Et ça, c'est en plus... Quand toi, tu partages ces moments de vulnérabilité, finalement, tu parles à ces femmes qui vivent aussi potentiellement la même chose. Donc, c'est même essentiel pour moi. C'est important parce qu'on a envie de se faire accompagner, on a envie de faire confiance à quelqu'un qui nous comprend. Et justement, quand on dit souvent sur LinkedIn... montrer de la vulnérabilité, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières en réalité. C'est surtout parce qu'on parle à des humains qui vivent aussi des choses compliquées et il y a aussi un biais cognitif. Alors j'ai plus le nom en tête. C'est un truc comme le biais de Creutzfeldt ou je sais plus exactement le mot. Si je le retrouve, je le mettrai en description. Mais c'est un biais qui montre que on n'aime pas les gens trop parfaits en fait. Et on aime justement le fait que quelqu'un soit un petit peu imparfait, soit un petit peu maladroit ou soit humain tout simplement. On va plus facilement connecter avec cette personne et éprouver de la sympathie pour cette personne parce que elle nous ressemble finalement. Alors qu'une personne trop parfaite, super-héros, etc., je réussis tout, j'accomplis tout, c'est pas intéressant. C'est plat, c'est lisse. Et puis, cette ère, elle est terminée sur LinkedIn. On est maintenant plus dans une ère d'authenticité, de transparence, de build-in public, même aussi, donc de montrer ce que je construis, comment je le construis, etc. Donc, c'est bien de... Oui, c'est vrai, c'est très juste. On a besoin d'aspérité, on a besoin de voir les gens dans leur complétude pour pas se dire que nous, on réussit pas et qu'en fait, les autres réussissent tout va bien. C'est complexant, limite. Je trouve ça très juste. Et après, le petit problème avec l'algorithme, c'est que quand même, aujourd'hui, il privilégie beaucoup les récits personnels versus les démonstrations d'expertise. Et moi, je vois clairement mes posts où il y a une partie expertise avec des cas clientes, avec des astuces en IA. Ils sont clairement pas poussés par l'algo aujourd'hui parce que c'est moins ce qui est mis en valeur. Ça, pour le coup, pour moi, c'est un petit peu un biais, c'est-à-dire qu'on va tous vers le récit. Donc, si quelqu'un me découvre, il a l'impression que je raconte que des événements sur ma vie, sur mon parcours, et c'est pas ce que je veux donner à voir, mais c'est ce qui est poussé. Donc, on est un petit peu forcé aussi d'aller dans ce sens-là pour prendre la parole sur des sujets où parfois, j'ai pas besoin de mettre une photo de moi. Mais elle ne performerait pas pareil s'il y avait pas la photo. Exactement. C'est un constat que beaucoup de créateurs de contenu font, c'est que les posts à forte valeur ajoutée, où il y a de la recherche, où on s'est parfois cassé la tête pendant des heures pour produire un bon contenu de qualité qui aide vraiment, va pas forcément performer comme on l'aurait espéré. Et après, je pense que dans ton domaine, il y a aussi peut-être ce truc de les femmes qui sont intéressées par ce que tu fais n'ont pas forcément envie de savoir que leur réseau soit au courant. Et donc, elles ne vont pas oser liker et commenter tes posts parce que potentiellement, ça veut dire qu'elles cherchent à quitter leur entreprise. Et du coup, ça n'enverrait pas forcément un bon signal à leur entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup aussi cette peur de commenter. Et LinkedIn, on connaît aussi très bien ce réseau pour le fait qu'il y ait une grosse majorité de l'audience qui soit silencieuse, qui ne disent rien, qui ne commentent pas, à part des posts très grand public qui parlent absolument à tout le monde. On va avoir moins de reach en fait sur du contenu qui va vraiment parler à notre client de cœur. Oui, c'est exactement ça. C'est que la plupart des femmes ambitieuses que j'accompagne sont en poste aujourd'hui et cherchent des évolutions de carrière. Et donc, elles n'ont pas envie de se poster, de mettre en avant qu'elles sont en train de rechercher. Affiché, quoi. Donc, même pour mes témoignages, c'est un petit peu compliqué. J'aimerais en mettre davantage avec des photos, mais bon, ça va être en construction. Mais c'est sûr que oui, il y a un enjeu. Quand on prend la parole aussi sur des sujets qui sont féministes,
même s'il y a le futur du travail et la tech, il y a quand même l'aspect féministe, puisque clairement, c'est ouvertement un programme pour les femmes à 100% exclusivement. Ça peut aussi les mettre dans une autre posture. Alors moi, je le fais et j'ai choisi cet angle parce que je sais que j'adresse le networking de manière tout à fait différente qu'un programme généraliste, par exemple. Je vais vraiment aller au plus près du quotidien. J'ai beaucoup de femmes qui sont en retour de congé maternité. Si Pauline est malade ce matin, ce ne sera pas le même networking. Je vais quand même attendre des choses d'elle, mais ça va être différent dans le suivi et dans le fait de l'accompagner. Et du coup, il faut pouvoir, pour moi, avoir ce programme qui soit dédié aux problématiques des femmes avec leur statut au moment où elles en sont aujourd'hui dans leur vie. Oui, donc c'est vraiment, finalement, c'est aussi du sur-mesure quand même. Ça s'adapte directement à la cliente. Ok. Et du coup, des Clever Camp, il y en a tous les combien de temps? Comment ça s'organise un petit peu? Alors, vous pouvez regarder sur le site, il y a les dernières dates. Le prochain Clever Camp, ce sera le 4 mars et ce sera un retour au salariat. Donc, retour au salariat s'adresse aux freelances, entrepreneurs, indépendantes qui souhaitent retourner au salariat et aussi au retour de congé maternité. Voilà. Ok. Ça, donc c'est pour la prochaine date. Le site internet, est-ce que tu peux le répéter, l'épeler? Oui, alors c'est clevher.camp.com. Ok, on mettra les liens en description de toute façon. Et Jennifer, on te suit où? Alors, essentiellement sur LinkedIn, comme vous l'avez compris, je suis assez active sur le réseau, via le site du Clever Camp et très prochainement via une newsletter. Oh, d'accord. Et la newsletter, ça va parler de quoi? Ah, mystère. Non, il y aura aussi des interviews d'experts et l'important pour moi, c'est de donner des micro-cours activables et actionnables. Ok, très bien. En tout cas, c'était une belle conversation. Avec quel message tu nous laisses aujourd'hui? Un message pour nos auditeurs, nos auditrices? Un message de positivité, un message de passage à l'action. Si vous pouvez juste poser une action sur un rêve, une ambition, posez-la aujourd'hui et voyez ce qui va décanter. Super, merci beaucoup. Cet épisode était extraordinaire, fluide, hyper simple en fait d'échanger avec toi. Donc, je suis ravie de t'avoir eu sur le podcast. Merci à toi. Et du coup, je vous dis à bientôt. Bientôt.